Depuis 64 ans, nous avons fait des bons majeurs dans plusieurs domaines depuis 2016. Bons que nous n'avons pas réalisés de 1960 à 2016. En tout cas, il y a eu des avancées timides pendant cette période, mais depuis 2016, nous avons commencé à aller très très vite dans certains domaines. Je vais vous dire par exemple quelque chose de tout naturel auquel on ne pense pas. Aujourd'hui, nous produisons la moitié de notre besoin de consommation en électricité, alors que de 1960 à 2016, nous n'étions pas capables de produire nous-mêmes sur notre territoire 0 mégawatt à consommer, à utiliser pour nos propres besoins. Et donc, depuis 2018, nous avons réhabilité la centrale de Mariaguetta qui désormais fournit la moitié de nos besoins en énergie électrique, environ 180 mégawatts. C'est une avancée majeure. En termes d'infrastructure, vous allez voir aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour que toutes les communes du Bénin soient reliées, c'est-à-dire qu'on puisse aller d'une commune à une autre avec une certaine fluidité. Et vous avez vu les grands travaux de route qu'il y a dans les 77 communes partout au Bénin, du nord au sud. Nous avons aujourd'hui des marchés, nous avons construit des marchés qui sont à la hauteur des ambitions du président Patrice Talon pour le Bénin et à la hauteur de l'amour, du regard qu'il porte sur notre pays. Nous avons des marchés magnifiques. Nous sommes en train de bâtir un pôle touristique au Bénin, en train de réhabiliter nos zones à impact, à intérêt touristique majeur, telles que Ouida, Porto Novo, etc. Le parc Pandjari a connu d'énormes investissements pour faire revenir les animaux et voilà, c'est quand même ça appartient à notre fleuron, au fleuron du Bénin aujourd'hui. Il y a tellement de domaines dans lesquels il y a des avancées que je ne pourrais pas tout vous dire. En termes de fourniture d'eau, nous sommes en train d'avancer. Aujourd'hui, nous donnons plus de 70% de nos compatriotes ont de l'eau potable. Pour la première fois de l'histoire du Bénin, nous donnons à manger à 1 300 000 enfants. Dans 75% de nos écoles sont couvertes par la cantine scolaire. Donc, nous donnons à un enfant par jour un repas chaud. C'est une preuve de solidarité extraordinaire. Donc, en termes d'avancée, je ne pourrais pas tout dire. Nous avons fait un bond dans tellement de domaines qu'aujourd'hui, le Bénin est le premier pays producteur de coton, par exemple. Nous sommes le premier en termes de transparence dans la gestion des finances publiques. Nous sommes reconnus partout, on nous appelle partout, on parle et que le Bénin lève la main pour donner son opinion, on nous écoute. Donc en termes d'avancée, vraiment, et puis nous avons atteint un taux de développement économique qui est un pourcentage de développement qui est très élevé. Nous sommes à 6% par an à peu près. Nous était la période de la Covid, nous serions un peu plus loin. En termes d'emploi aujourd'hui, nous avons aujourd'hui une zone industrielle qui nous permet de produire, de transformer nos matières premières. Nous y transformons du coton, le coton béninois, et qui aujourd'hui est transformé en vêtements et est vendu dans les grandes enseignes occidentales. Donc les Béninois peuvent être fiers d'eux. Depuis 2016, nous avons fait des avancées majeures. Chaque Béninois en est conscient et je tiens à féliciter le peuple béninois, à dire combien je suis fière d'être béninoise parce que en termes d'efforts aujourd'hui dans la sous-région, nous sommes les premiers. En termes de résultats obtenus à la hauteur des efforts que nous fournissons, nous sommes les premiers dans bien de domaines. Lorsqu'on parle de transparence dans la gestion des finances publiques, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que l'argent que nous récoltons, que nos taxes, l'argent de notre trésor public qui est constitué de nos taxes principalement est très bien géré et nous voyons ce que ça donne, nous voyons ce que ça produit. Donc il faut être très fiers. Je suis très fière d'être béninoise. Aujourd'hui nous avons 64 ans, c'est l'âge de la sagesse. Nous sommes de plus en plus sages, nous sommes sages. La célébration de la fête de l'indépendance à l'aide du président Patrice Talon, je lui tiens chapeau parce que j'ai vu que c'est au top. Si on parle
de l'organisation matérielle et logistique était au top. Ce 64e anniversaire du Bénin à la souveraineté nationale et internationale sur les talons. Et je pense que c'est son avant-dernier 1er août en tant que chef d'État en exercice. Nous sommes que second quinquennat. Je pense que sur des innovations, on le voit faire des efforts. Est-ce que vous voyez? On fait des efforts. Mais vous savez, comparativement au régime précédent, il y avait une rotation le 1er août. Mais lui, il n'avait pas le programme dès qu'il est arrivé. Parce qu'au moment où il est arrivé, il dit non. Avec 5 ans, on pouvait faire le job. Donc ça veut dire que même si on prenait les anciens chefs-lieux, c'était 6. Je pense que il faut le dire, il faut avoir le courage de dire que il est bien vrai. L'organisation aujourd'hui, vraiment, s'il faut apprécier cela, je pense qu'au temps de du régime du président Talon, ça coûte trop cher pour le pays. Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher parce que il est bien vrai qu'un défilé d'une heure de temps, il faut dépenser des millions avant d'organiser cela, alors que le bas peuple est là, il n'arrive même pas à manger. Il est bien vrai, vous allez partir là où on fait la fête, c'est beau, c'est joli, mais je suis d'accord, c'est beau, c'est joli, mais quand même, cela coûte combien à l'État? C'est l'année passée seul que nous on a vu le nouveau chef d'État du Nigeria, Bola Tinubu, est arrivé avec une forte délégation des gouverneurs. Et donc, mais sinon, les autres années, non, on n'avait pas invité personne. Mais cette année, aucun chef d'État n'est annoncé. Et encore, bon, on a constaté que bon, il n'y a plus de défilé civil. Bon, mais après ça, il y a toujours des sketchs. On fait des sketchs. Bon, je pense que c'est super. Il a aussi innové. Parce que compte tenu du temps, quoi. Et c'est comme ça, lui, il a fait ces trucs. C'est pas mal quand même. Si c'est le défilé, c'est pas mal. Ils font des efforts. Je pense que la célébration à l'aise du président Yahi Boni a voulu être plus un démocrate. Quand on parle de la fête de l'indépendance, c'est le peuple d'abord. Et il faut décentraliser la fête vers le peuple. Ce que le président Yahi Boni a l'habitude de faire en son temps. Moi, j'ai eu le temps, en ton temps, j'ai eu la chance d'assister à la fête de Lokossa. C'était beau et c'était bien. Les Béninois de Lokossa aussi, en ce temps, se sont vivrés à la fête. Mais aujourd'hui, c'est concentré quelque part à côté. Et c'est encore cher. Malgré que l'autre avait décentralisé, c'est moins cher. Aujourd'hui, on a concentré ça et c'est encore cher. Donc, c'est le trésor public qui va supporter tous ces coûts-là. C'est l'argent public. Il n'a qu'à continuer. Et même les autres où lui-même il n'est pas présent, c'est les préfets. Il n'a qu'à aussi donner les moyens ou embellir aussi la ville. Même s'il y a, comment ça s'appelle, un projet de asphaltage, s'il veut, il peut faire. Il peut beaucoup mieux faire, sincèrement. Au vu de ce que j'ai vu sur les plans infrastructures, il pourrait encore faire beaucoup mieux. On n'a qu'à désormais essayer de réorganiser aujourd'hui les choses pour que les Béninois de Nati, les Béninois de Djougou aussi veulent vivre la fête comme c'est pas dans la télé qui vont suivre ça à chaque fois. Donc on n'a qu'à essayer de décentraliser cela aussi, comme on le faisait le président Yahi Boni. C'est ça une bonne chose. Non, le sort réservé, c'est le souhait de tout le monde en Afrique, au Bénin, c'est la paix politique. C'est le problème africain, c'est la paix, c'est l'amour politique là qui nous manque en Afrique. Sinon, ce n'est pas normal que pour des opinions politiques, parce que je vais être un chef de l'État, que je sois en prison. Ce n'est pas souhaitable. Maintenant, quand ça arrive comme ça, il faut souhaiter que les bonnes décisions se prennent pour que les gens, si réellement on n'a pas la loi, le pénal n'a pas beaucoup de choix à les reprocher, que ceux-là retrouvent leur liberté. Vraiment. Si les prisonniers, surtout les célèbres prisonniers comme Ricat Madougou, Joël Aïvor, nous souhaiterions que vraiment
Patrice Talon en tant que papa, en tant que père de la nation, de la démocratie politique du Bénin d'aujourd'hui et de son développement, et vraiment les libère, ça fera beaucoup plaisir au peuple béninois et ça va enrichir la paix et la démocratie du Bénin, quoi. Moi, c'est mon souhait. D'abord, pour tout Béninois qui, disons, a vu depuis le renouveau démocratique que c'est sous le régime du président Talon que nous avons connu trop d'exilés politiques et des arrestations politiques. Ce que nous on souhaite de lui, moi spécialement, je me suis dit, je suis son conseiller à la rue. Il n'a qu'à se faire décharger des bagages qu'il a mis sur la tête lui seul. Il n'a qu'à dégager et libérer Aïwa de prison, le pauvre professeur qui est en prison, Madougou, peut venir à Gabon. Disons, tout ce qu'il a exilé. Je profite de votre micro ce jour pour lancer un appel solennel, je dis bien solennel, à mon jeune frère, Guillaume Athanase Talon, président de la République. Qu'il sache que le Dahomey d'hier, qui est devenu aujourd'hui Bénin, nous avons notre culture. Et il faut, j'insiste là-dessus, que le président Talon libère les prisonniers politiques et faire rentrer les exilés pour rentrer dans la grande porte de l'histoire. Sur cette planète Terre, ce n'est pas ce que tu dis que les gens comptent, hein. C'est les actes que tu poses. Liberté donnée aux prisonniers, retour des exilés, nous donnera une bonne cohésion nationale. Merci. Talon a une qualité qu'il faut reconnaître. Patrice Talon a une qualité qu'il faut... Talon n'a pas besoin de plaire aux Béninois. Talon, c'est un travailleur avec beaucoup de rigueur. Ça, moi, je le dis haut et fort, je le dirai partout. Talon, il faut reconnaître, Talon a cette qualité-là. C'est un homme de goût, c'est un homme de qualité en matière de goût et de travail et de rigueur, de qualité que Talon a. Talon n'a pas besoin de l'amour des Béninois pour travailler. Il a changé le Bénin par rapport aux infrastructures de développement du Bénin que personne n'a pu faire, qu'aucun chef de l'État n'a pu faire depuis 35 ans en République du Bénin. Ça, là, il faut lui reconnaître ça. Il faut lui reconnaître cela. Maintenant, dire qu'il va se racheter pour le peuple, il n'a pas besoin d'être racheté. Qu'est-ce qu'il va être racheté pour le peuple? Il a affaire avec la politique. Et la politique n'est pas un monde de sentiments. C'est partout dans le monde. Maintenant, ce qui est là est là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les prisonniers en prison? Il faut voir la loi et le pénal pour améliorer la paix sociale du pays. En politique, mondialement, il n'y a pas de sentiments. Maintenant, nous sommes à la veille de l'indépendance, à la célébration de commémoration du 1er août de l'indépendance du Bénin. Donc, nous souhaitons que vraiment Talon fasse la paix avec les politiciens et ceux qu'on peut oublier le pénal et les libérer, qu'on les libère, qu'ils retrouvent leurs familles et qu'ils continuent les activités politiques pour grandir la démocratie béninoise. Ça ne fera que grandir la démocratie de notre pays, le Bénin, et le progrès et le développement. Accra Boogie King. Plus qu'une simple compétition de danse, c'est un phénomène culturel à l'origine duquel se trouve la First Love Church pour conquérir des fidèles. Mais aujourd'hui, Accra Boogie King s'est transformé en un événement majeur qui célèbre le riche patrimoine ghanéen en matière de danse, favorisant l'unité nationale. La danse battle s'est très vite imposée comme étant ce qui se fait de mieux au Ghana. Démonstration de puissance, mais aussi de prestance sur la scène musicale. Pour la 6e édition, 6 groupes de danse énergiques ont enflammé la scène, comblant des fossés culturels. Nous avons regardé les compétitions de danse et tout le reste. Ils étaient préparés et tous ceux qui sont venus ont fait de leur mieux. Cette édition fut très engagée avec la victoire finale de Team Youp face à la militante Dance Family. Nous sommes impatients de voir ce type de groupe en compétition. Cela vous donne la force de vous surpasser.
Ils m'ont époustouflé. Je ne savais pas que c'était si sérieux. Et je pense que le groupe qui a gagné le méritait. Et ils ont très bien dansé. La performance d'aujourd'hui était géniale. Tous les groupes ont fait mieux que l'année dernière. Le succès incite les organisateurs à rêver désormais d'une compétition nationale. Nous avons vu de grands danseurs de rue et d'église. Nous aimons ce que nous sommes venus voir. La danse va au-delà du hip-hop normal que les gens connaissent. Et ça ne se limite pas à l'art de la danse. Mais il faut beaucoup de créativité pour danser. Et c'est ce qui est la différence entre l'Accra Boogie King et d'autres compétitions. Vous verrez de l'intelligence dans la danse des gens. Vous verrez aussi de la créativité sauvage. L'Accra Boogie King est devenue la plateforme où la passion rencontre la performance et seul le meilleur l'emporte. Les inondations dans la province de Kassala, à l'est du Soudan, ont aggravé les difficultés des personnes déplacées à la recherche d'asile. Dans la zone connue sous le nom d'école industrielle, l'un des plus grands camps de déplacés de Kassala, les populations implorent les bonnes volontés. Nous venons de Sénar et nous sommes installés depuis 20 jours dans une zone appelée l'école industrielle. Vous voyez l'eau et la pluie, nous sommes disposés à rejoindre un site qu'ils aménageront. Voyez vous-même les conditions ici. Nous demandons aux autorités de s'occuper de notre situation le plus rapidement possible. Depuis samedi, les abris des déplacés coulent sous les eaux de plusieurs jours de pluie ininterrompue. Je lance un appel à toutes les personnes compatissantes et bienveillantes dans la province de Kassala, à l'extérieur du Soudan et dans toutes les provinces du Soudan, pour qu'elles aident les personnes ici en leur fournissant des équipements, des abris, tout ce dont ces personnes ont actuellement besoin. Le Soudan est plongé dans le chaos depuis le début de la guerre entre l'armée régulière et les RSF en avril de l'année dernière. C'est une avancée pour tout le continent. Le Rwanda a inauguré l'IRCAD, le premier institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif en Afrique. Je peux vous assurer que de nombreux héros sont en train de naître ici, que de nombreuses légendes vont sortir de ce laboratoire. Il s'agit d'une évolution positive pour le Rwanda et l'Afrique, mais aussi pour le monde entier. Dans certaines régions, la population fait face à un désert médical. Pour répondre à la demande de soins chirurgicaux, le centre du Rwanda forme des professionnels de santé de 25 pays. Sur le continent africain, plus de 95% de la population n'a pas accès aux procédures médicales et chirurgicales. C'est aussi l'une des solutions apportées ici au Rwanda, dans ce centre spécialement au service du continent africain. Des pays africains ont encore recours à la chirurgie traditionnelle, nécessitant des opérations longues et douloureuses. L'IRCAD forme les professionnels à la chirurgie mini-invasive, une technologie médicale moderne minimisant la douleur subie par les patients. En Afrique du Sud, 95 ressortissants libyens arrêtés vendredi lors d'un raid sur un camp d'entraînement militaire clandestin présumé ont comparu lundi devant le tribunal de Gauteng. La police a indiqué que ces personnes étaient officiellement entrées dans le pays pour suivre une formation d'agents de sécurité. Ils sont accusés d'avoir fait de fausses déclarations lors de leur demande de visa. Lorsqu'ils ont quitté leur pays, la Libye, c'était pour venir étudier en Afrique du Sud. Mais là où on les a trouvés, ils suivaient une formation pour devenir soldats. Le tribunal vient de renvoyer l'affaire au 5 août 2024 pour qu'un interprète arabe soit présent. Le tribunal a estimé que les accusés ne devraient pas être libérés puisqu'ils n'avaient pas d'adresse précise et que le seul endroit où ils pouvaient être gardés était la détention. Des enquêtes sont en cours afin de débusquer d'autres bases illégales dans d'autres régions du pays.
Dans une lettre adressée au roi Mohamed V, le président français Emmanuel Macron dit considérer que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Un geste qui n'est pas sans conséquences. Dans les jours qui ont précédé la publication de la lettre, l'Algérie et le Front Polisario se sont opposés de manière préventive à cette décision. Lundi, Mohamed Sidati, membre du Polisario, a accusé la France d'agir en contradiction avec le droit international et de soutenir l'expansionnisme du Maroc dont l'influence diminue dans toute l'Afrique. En réaction, Alger, qui soutient les indépendantistes sahraouis, a annoncé ce mardi le retrait immédiat de son ambassadeur en France. Son gouvernement dénonce des puissances coloniales anciennes et nouvelles, faisant allusion à la France et au Maroc. Colonie espagnole jusqu'en 1976, le Sahara occidental est le seul territoire africain dont le statut n'est toujours pas réglé. Ce territoire est revendiqué à la fois par le Maroc et par le Front Polisario, un groupe armé dirigeant la République arabe sahraoui démocratique. En Inde, la recherche de survivants continue après la série de glissements de terrain qui a fait au moins 49 morts suite aux pluies torrentielles ce mardi. Les sauveteurs sont engagés dans une véritable course contre la montre afin d'extraire de nombreuses personnes piégées dans les décombres. Selon les responsables locaux, le travail des secours est fortement entravé par le mauvais temps. Les glissements de terrain ont frappé des villages vallonnés du district de Wayanad, dans l'état de Kerala tôt le mardi, détruisant de nombreuses habitations et un pont. L'ampleur de la catastrophe reste encore à déterminer. Dans un message publié sur le réseau social X, le Premier ministre indien Narendra Modi s'est dit bouleversé. Le département météorologique indien a placé le Kerala en état d'alerte en raison des pluies incessantes qui s'abattent sur la zone. Les écoles sont restées fermées mardi. Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a été assassiné à Téhéran. L'annonce a été faite sans plus de détails à la télévision tôt ce mercredi par les Gardiens de la Révolution, une organisation paramilitaire iranienne. Le groupe militant palestinien a accusé Israël d'être à l'origine de l'attentat. Ismail Haniyeh se trouvait à Téhéran pour assister à la cérémonie de prestation de serment du président iranien Massoud Pezeshkian mardi. Le Hamas a déclaré que l'homme avait été tué par une frappe aérienne sioniste sur sa résidence à Téhéran. Pour rappel, Israël avait juré de tuer le chef du bureau politique du Hamas après l'attaque du 7 octobre qui a fait 1200 morts et 250 otages. Ismail Haniyeh avait quitté la bande de Gaza en 2019 et vivait en exil au Qatar. Le plus haut dirigeant du Hamas à Gaza est Yehia Sinwar, à l'origine de l'attaque du 7 octobre. À Gaza, plusieurs maladies cutanées ont fait irruption chez les déplacés. Si la gale et les poux ont pris des proportions épidémiques, d'autres infections fongiques, bactériennes et virales ainsi que des parasites sévissent également dans les camps. Les enfants sont les plus touchés. Il n'y a pas de produits pour le bain. Les produits de première nécessité tels que le savon et l'eau ne sont pas disponibles. Quand on en trouve, ils sont vendus à un prix ridicule. Plus d'1 800 000 Gazaouis ont été chassés de chez eux, entassés dans les camps. Il manque de tout. La distribution de fournitures humanitaires, notamment de savon, de shampoings et de médicaments, est quasi insignifiante. Les déplacements, la densité des personnes dans les tentes, les températures élevées, le manque d'eau et l'utilisation des eaux usées. Aujourd'hui, la majeure partie de l'eau dans les gouvernorats est constituée d'eau usée. Cela favorise la propagation des maladies de la peau. La majorité des déplacés sont désormais rassemblés dans un rayon de 50 km² où les systèmes d'évacuation des eaux usées sont inexistants. Selon le programme des Nations Unies pour le développement, plus d'1 million de cas d'infections respiratoires aiguës ont été enregistrés depuis le début de la guerre.